Bienvenue dans cet épisode de cette saison de podcast de l'International Politics Society. Dans cet épisode, nous allons explorer le parcours des jeunes politiques qui, malgré leur âge, parviennent à se faire une place dans l'arène politique. Comment se frayer un chemin face à des figures politiques plus âgées et plus expérimentées? Quels sont les atouts d'un regard neuf sur les enjeux de notre société? Et surtout, comment les nouvelles générations transforment-elles la politique grâce aux outils d'aujourd'hui comme les réseaux sociaux? À travers ces discussions, nous tenterons de comprendre comment la jeunesse s'impose dans le paysage politique et redéfinit les règles du jeu. Je suis Lona Pochon et je suis ravie de vous retrouver aux côtés de Simon Chartier avec qui j'aurai le plaisir d'animer toute cette saison. Merci Luana. Alors aujourd'hui, nous accueillons la députée de la 8e circonscription de l'Isère, Hanan Mansouri. À seulement 24 ans, elle est la plus jeune députée de l'Assemblée nationale. Elle est la preuve que la politique n'attend pas le nombre d'années. Hanan Mansouri, grand merci d'être avec nous et bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Alors vous êtes engagée à seulement 17 ans à l'UNI, alors que la plupart des jeunes de votre âge ne s'intéressent pas forcément à la politique. Qu'est-ce qui a déclenché cet intérêt? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager? Et pourquoi l'UNI? Alors, je me suis d'abord engagée chez les Républicains, donc dans un parti politique à 17 ans. Tout simplement en réaction à ce qui se passait au sein de mes cours. Donc, j'étais en terminale classique comme tout le monde. Et le discours qui était porté notamment par les professeurs de sociologie et de philosophie me convenait pas du tout. Et aussi l'incapacité à avoir des débats au sein de la classe qui étaient complètement interdits. On avait l'impression qu'il y avait une pensée unique et qu'on ne pouvait pas penser autrement. Ça m'agaçait fortement. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que, construire un peu plus ma pensée et à me dire que du coup j'étais de droite. Et j'ai poussé la porte du seul parti de droite qu'il y avait à Grenoble à l'époque. Donc c'était les Républicains. J'y suis entrée et un an plus tard, en allant à la fac, j'ai intégré l'UNI, du coup, qui est un syndicat étudiant et qui justement portait ces valeurs-là d'une façon encore plus poussée parce qu'il y avait vraiment une volonté de faire, c'était déjà dans la philosophie de faire une alliance de toutes les droites contre un ennemi commun qui était la gauche et l'extrême gauche. Et donc c'est ce qui m'a poussée à rejoindre l'UNI. Avant de parler justement de ça, vous arrivez à l'Assemblée nationale à juste 23-24 ans, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois. Comment vous êtes senti le premier jour où vous avez poussé les portes de l'Assemblée? Vous avez mentionné que certains députés ont refusé de vous serrer la main. Comment vous avez interprété ce geste et quel impact a-t-il eu sur vous? Alors, la première fois que je rentre à l'Assemblée nationale, j'avais jamais visité cette institution avant. Et donc, évidemment, j'aurais évidemment pas pensé que j'allais rentrer pour la première fois dans l'Assemblée nationale en tant que députée. Donc, il y a une grande fierté. On sent directement qu'on a quand même des responsabilités qui sont importantes. Et donc, on mesure vraiment ça. Et en tant que Benjamin, avec mon collègue de l'époque, on devait tenir l'urne symboliquement pour l'élection de la présidente du coup de l'Assemblée nationale. Et il est d'usage que chaque député qui monte à la tribune pour mettre son enveloppe dans l'urne serre la main de la personne qui tient l'urne. Et effectivement, avec mon collègue qui était élu du Rassemblement national, la gauche a refusé de nous serrer la main. Donc sur le moment on se sent vraiment pas respecté pour le coup et même au-delà de l'aspect vraiment purement personnel, je dirais en termes d'ego de se prendre des vents pendant 3 heures, c'est un peu compliqué, mais on se dit vraiment que ces personnes-là elles sont élues au même titre que nous, simplement elles considèrent que les personnes qu'on représente, elles méritent même pas le minimum du minimum, c'est-à-dire la politesse. Et pour moi, je le prends avec une très grande gravité parce que malgré tout, je fais partie d'une coalition qui a obtenu 11 millions de voix. C'est 11 millions de Français qui adhèrent à nos idées et dont la gauche considère qu'ils méritent pas le respect. Donc c'est quand même important d'appuyer là-dessus. Et donc pour vous, c'était plutôt face à votre parti politique et votre union que le fait que vous étiez juste jeune? Oui, non, très clairement, c'était plutôt c'était ma ligne politique, très clairement. Il y a même certains députés qui me l'ont dit. D'accord. Est-ce que vous avez reçu des attaques personnelles? À ce moment-là, de certains députés, oui. Certains qui passent en disant je ne serre pas la main aux fachos, etc. Et aussi, surtout pendant ma campagne, quand j'ai annoncé ma candidature, j'ai eu une vague de messages de haine sur les réseaux sociaux. On va revenir sur ça justement. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à l'agression que vous avez subie à Grenoble en 2022 par des antifas. Dans quelle mesure cet événement a renforcé vos convictions? Est-ce que ça vous a
poussé à poursuivre votre engagement politique, ou au contraire, vous avez hésité et ça vous a un petit peu refroidi, effrayé? Non, ça m'a pas effrayé du tout. C'est sûr que sur le moment, c'est pas agréable de se faire tabasser la nuit par surtout des hommes. C'est sûr que c'est un peu compliqué, mais on remonte très vite la pente et en fait, euh, ça m'a renforcé dans l'idée que le combat que je menais, c'était le bon, que la violence, elle venait bien de la gauche et de l'extrême gauche. Et là, j'en avais la preuve concrète puisque j'en étais directement victime. Donc non, ça m'a absolument pas freiné et puis au contraire, hein, ça m'a poussé à continuer et au final je me retrouve députée 3 ans après. La preuve aussi que ce type d'actes servent à rien du tout. La gauche pense que c'est en nous effrayant, en mettant en place un système de terreur, notamment dans les universités, pour avoir été militante à l'Uni. Voilà, ils essayent de faire peur à tous les militants, etc. Mais ça fonctionne pas. Je crois que quand on a des convictions politiques, on veut les pousser jusqu'au bout. Mais comment vous avez su que c'était la gauche qui vous avait agressé, qui est la source de ces insultes? Parce que je les connaissais tout simplement. Ah, vous les connaissiez? C'était des militants qui étaient actifs sur les campus en même temps que nous, qui distribuaient des tracts pour notamment l'UNEF, pour les Antifa. Donc voilà, oui. je savais que c'était... D'accord. Justement, après votre agression, vous avez aussi été victime et la cible d'insultes très virulentes pendant les législatives. Et malgré ces attaques, lors d'une interview, vous avez mentionné que l'autodérision vous aide à faire face aux insultes et menaces. Pourquoi vous considérez aujourd'hui que l'autodérision en tant que jeune politique, c'est important pour faire face aux difficultés qu'on peut faire face en politique? Parce que c'est un monde qui est quand même assez compliqué. On a une image de soi dont il faut être quand même assez attentif, qui est accessible à tout le monde. Donc tout le monde peut donner son avis sur nous et c'est normal puisqu'on doit porter une parole publique. Donc c'est normal que chacun, en tant qu'électeur ou même en tant que Français, puisse avoir un avis là-dessus. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on n'est pas forcément préparé à recevoir des messages de haine. Typiquement, pendant ma campagne législative, c'était surtout des insultes à caractère raciste. Mais il y en a eu vraiment des tonnes et des tonnes. Et je mesure la gravité de ces actes-là. J'essaye de porter plainte le plus possible. Mais bon, il y a une question d'anonymat aussi sur les réseaux sociaux. Et pareil, ça me permet encore une fois d'identifier un certain type de personnes, une certaine catégorie de personnes qui constamment me ramènent à mes origines. Et encore une fois, c'est souvent, voire tout le temps, des personnes d'extrême gauche et on le voit sur leur profil, sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez agaçant, mais en tout cas, moi, ça continue en fait à alimenter les exemples que je pourrais avoir pour justement justifier mon positionnement politique et être sûr que je fais le bon choix. Et quand vous présentez votre envie de vous rejoindre l'UDR avec Monsieur Ciotti, est-ce que lorsque vous rentrez dans une posture comme ça, est-ce qu'on vous accompagne à faire face à des possibles insultes? Est-ce qu'on vous donne des conseils ou vous êtes un peu livré à vous-même? Et même dès le début de votre engagement, est-ce que vous êtes accompagné Alors, au début de la campagne, non, mais moi, ça fait quand même 5 ans que je suis dans le milieu politique. J'ai travaillé pour des élus avant, en parallèle de mon engagement aux Républicains et à l'Uni. Donc, j'étais préparée à ça en quelque sorte concernant d'autres personnes. Je savais que si un jour j'étais élue, ça allait me tomber dessus. Donc, j'étais quand même assez préparée là-dessus. Et il n'y a pas d'accompagnement, je veux dire, professionnel de ça. C'est un peu, c'est un engagement qui est personnel en soi. On se bat pour une cause, même si on est dans un groupe. On se présente en notre nom. Donc, c'est à nous aussi d'avoir les reins suffisamment solides. Et pour ça, c'est très simple, c'est qu'il faut avoir un entourage sur lequel on puisse compter. Hein. C'est vraiment la base la plus solide qu'on puisse avoir. D'accord, donc vous, votre entourage, c'est qui est votre soutien au quotidien C'est ma famille, mes amis aussi, et puis mes collaborateurs en qui il faut avoir une confiance énorme. Absolue. Oui. Alors tout au long de ce podcast, nous nous intéressons à une jeune génération de politiques. Selon les institutions, les contextes, la notion de jeunesse varie. Certains l'associent à l'âge, d'autres à l'expérience ou au renouveau des idées politiques. Hanan Mansouri, comment vous définiriez la notion de jeune en politique ? Ce qui revient souvent, c'est le dynamisme des jeunes. Je sais que moi, dans mon groupe, c'est un peu l'image, en tout cas l'étiquette que mes collègues me donnent. Mais parce que, justement, je crois que en tant que jeune, on vit à un moment que nos aînés ont décrit pendant des années.
et on le vit, et donc on a encore plus, je dirais, la rage, ou en tout cas l'envie de faire changer les choses, et un peu cet esprit-là, je dirais pas révolutionnaire, mais quand on est jeune, on a un peu la fougue du moment, et on a envie de donner le maximum pour que les choses bougent. Donc pour moi, c'est vraiment le dynamisme. Parce qu'on s'interroge justement, maintenant vous êtes plus de 17 à avoir moins de 30 ans à l'Assemblée nationale. Ok. Donc on s'interroge vraiment sur cette tendance qu'il y a depuis plusieurs années, depuis l'élection on va dire, d'Emmanuel Macron, Ouais. parce que finalement, Gabriel Attal est devenu Premier ministre à 34 ans, Emmanuel Macron a accédé à l'Élysée à 39 ans, et Jordan Bardella, lui aussi, incarne cette nouvelle génération de leaders. Mais il faut quand même rappeler que ce phénomène n'est pas inédit. Il y a Valéry Giscard d'Estaing qui a revendiqué déjà comme le président de la jeunesse en 1974, et Laurent Fabius a été nommé Premier ministre à 37 ans en 1984. Pour vous, cette montée en puissance des jeunes en politique, dont vous, est-ce que c'est une réelle transformation du paysage politique aujourd'hui, ou plutôt un cycle qui se répète au fil des générations? Je pense que c'est plutôt un cycle qui se répète. On passe par des moments plus calmes, on va dire, où comment dire, l'environnement politique est assez homogène. Là, je considère qu'on est dans un temps de crise, et et qu'on a accès aussi à un grand nombre d'informations aujourd'hui qui font que les jeunes s'engagent, que tout est politisé, absolument tout. Même pour des jeunes qui disent couramment qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, en réalité, quand on suit des influenceurs, quand on joue à des jeux vidéo, quand on regarde des vidéos sur Internet, il y a toujours une part de politique, et on a toujours un avis qui se crée et qui est peut-être inconscient. Donc ce qui pousse sûrement les jeunes à s'engager plus. Après, je ne saurais pas me prononcer pour mes collègues, mais moi vraiment, je m'y suis engagée très tôt parce que j'ai vu en fait ce qui se passait juste rien que dans mon lycée, et ça m'a poussée à m'engager. Et c'est pas le fait aussi peut-être que de plus en plus jeunes comme Macron ou Gabriel Attal, des figures telles, est-ce que ça va pas motiver aussi à vous engager en voyant que de plus en plus les politiques peuvent être jeunes et accéder à des positions élevées? Je pense que ça peut aider. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi de reparler de cet aspect-là, parce que moi, j'ai été chez les Républicains pendant 5 ans. J'ai été une fervente militante parce que je pensais vraiment que les Républicains, au moment où il y allait avoir une alliance, allaient faire le pas. Et pour moi, c'était une évidence. Et donc, ça a été une désillusion. Mais quoi qu'il en soit, c'était une structure politique qui fonctionnait un peu plus à l'ancienne, avec des barons locaux. C'était très compliqué. Enfin, moi, en plan de carrière, j'imaginais être élu un jour, mais pas avant 40 ans, très honnêtement. Et la différence avec l'Union des droites pour la République et le Rassemblement national, c'est qu'il y a une vraie volonté à la fois d'Éric Ciotti et de Marine Le Pen de faire monter des jeunes, parce qu'ils considèrent vraiment qu'on a un apport supplémentaire, et la fougue dont je vous parlais tout à l'heure aussi, qui est hyper importante. Donc ça dépend un peu des structures. Je sais que c'est la volonté, en tout cas, de ma coalition. D'accord. Du coup, justement, par rapport à ça, certains cadres de votre parti, vous parlez d'Éric Ciotti, vous considèrent comme un nouveau visage de la droite. Est-ce que ce serait pas lié au fait que vous soyez jeune, Ouais. et voilà, en prenant en compte le fait que on sait que la jeunesse apporte du dynamisme, et donc des électeurs, et donc cette qualification reviendrait au fait que vous soyez jeune uniquement. Et si je peux juste rebondir, vous venez d'être nommé secrétaire général du parti. Ouais. Est-ce que aussi ça, c'est juste aussi peut-être une volonté d'Éric Ciotti de mettre juste une personne jeune à la tête du parti, pour aussi l'image que ça donne auprès des lecteurs? Moi, je crois que j'ai quand même un lien particulier avec Éric Ciotti qui fait que on a eu cette structuration-là du parti. Après, évidemment que mon profil est intéressant, notamment à droite. C'est vrai que aujourd'hui, dans l'opinion générale des personnes qui se disent pas politisées, notamment des jeunes, il y a une espèce de ringardisation, à être de droite. Donc c'est vrai que si on a des images assez jeunes qui sont mises en avant, c'est encore plus bénéfique, parce que ça montre vraiment qu'on peut s'engager comme ça. Mais oui, c'est possible que ce soit un atout. Après, c'est pas le seul élément non plus. Non, on pense bien. Pour rebondir là-dessus, on parle de l'enthousiasme et du dynamisme des jeunes qui s'opposent à, on va dire, la prudence et la réserve des plus aînés. Qu'est-ce que vous apprenez de vos aînés, et comment vous trouvez un équilibre entre votre dynamisme, il y a votre âge, et l'expérience de ces derniers?
Alors, mes aînés à l'Assemblée m'aident beaucoup sur tout ce qui concerne les rouages internes, toute la procédure. On est en France, donc toutes les procédures administratives sont compliquées, mais à l'Assemblée aussi. Mhm. On me donne des petits conseils comme ça quand je veux rédiger une loi, par quel moyen passer, tout simplement pour faire passer un message, etc. Ils m'accompagnent beaucoup là-dessus. Et après, du reste, honnêtement, j'ai mon équipe qui m'aide et avec qui je travaille. Et donc, j'arrive, entre guillemets, plus mon expérience aussi avant ça de collaboratrice, Mhm. qui permet d'avoir des bases suffisantes pour être députée. Et est-ce que l'Assemblée est maintenant habituée à avoir des députés plus jeunes Ouais. ou est-ce que vous faites toujours aujourd'hui face un peu à des obstacles, une sorte de mise à l'épreuve un peu des jeunes de la part des figures plus établies? Est-ce que vos collègues aussi ressentent ça, qui sont un peu plus jeunes, je dirais, à l'Assemblée? J'ai pas l'impression, de la part de mes collègues, en tout cas, non, je le ressens pas Mhm. forcément. Je sais que, enfin voilà, je suis un peu là, comme je disais, ils considèrent que je suis le dynamisme du groupe, etc. Pour ceux qui sont plus âgés encore, ils sont complètement détachés des réseaux sociaux, donc ils ont l'impression que limite, Ouais. je suis une influenceuse. Mais voilà, c'est un côté vraiment bon Ouais. enfant pour le coup, mais on m'a jamais méprisé pour mon âge. D'accord. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a, et c'est absolument pas négatif, mais comme je suis quand même vachement jeune, dans l'Assemblée, il y a des espaces dans lesquels on peut pas accéder sans montrer son badge. Et parfois, on peut pas y accéder tout court si on n'est pas député. Il arrive encore que des agents de l'Assemblée me Vous demandent si j'ai un badge. Voilà. On voulait revenir aussi sur l'extrait d'une interpellation que vous avez adressée à Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale. Je prends encore une fois les Français pour des imbéciles. Alors bien sûr, la réforme des retraites telle qu'elle a été pensée par Emmanuel Macron est incomplète et le groupe UDR s'en est saisi. Mais Sandrine Rousseau est une menteuse. Le sujet des retraites a déjà été abordé en commission. Et oui, l'UDR a proposé une dose de capitalisation et la gauche a voté contre. Nos collègues du groupe Rassemblement National ont même proposé l'abrogation et la gauche a voté contre. Au nom de quoi, madame? Et qui êtes-vous, madame, pour traiter Qui êtes-vous pour traiter une autre parlementaire de menteuse? En l'occurrence, cet amendement a un seul objectif, c'est créer une recette qui permet de passer l'année pour faire en sorte que cette année, il y ait une conférence de financement permettant d'aller à l'abrogation. Que ça ne vous plaise pas est une chose, c'est l'objet de l'amendement. Comment on arrive à 24 ans à avoir l'assurance que vous avez pour interpeller une autre députée comme vous le faites? Honnêtement, ça revient avec ce que je disais tout à l'heure. C'est un agacement généralisé sur... je lui dis très clairement, parce qu'il n'y avait pas d'autres mots à ce moment-là. Elle ment sur un sujet, elle le sait pertinemment. Les procédures législatives, elles sont elles sont assez complexes et assez opaques. Donc on a l'impression que tout ce qui se dit en hémicycle et qu'on voit passer à la télé, c'est le seul moment où on en discute. Or là, c'était complètement faux. C'était un sujet sur lequel on avait déjà parlé en commission, qui sont filmés, mais voilà, personne ne regarde le mardi matin les commissions, la commission affaires sociales de l'Assemblée. Le sujet, c'était d'abroger les retraites. Et Sandrine Rousseau, ou en tout cas toute la gauche, refusait de voter cette PPL parce qu'elle venait du Rassemblement national et ils cherchaient un peu des excuses pour se dépatouiller de ça dans l'hémicycle qui est du coup plus visible. Donc à ce moment-là, en fait, on est juste agacés. Et on se dit, là, ils sont en train de mentir encore une fois aux Français. Et moi, j'ai la possibilité d'expliquer à mon humble niveau, même si maintenant, je suis députée comme elle. Donc, j'estime que ma parole, elle est aussi légitime que la sienne. Et à un moment donné, essayer de prendre la parole pour dire la vérité, c'est ça qui me motive, pour essayer de faire passer ce message-là, que non, ce qu'elle essaye de faire, c'est un mensonge. Ce qu'elle a dit avant, c'est pas la vérité. Et en l'occurrence, elle va voter contre un texte, simplement parce qu'il vient du Rassemblement national. Mais on a discuté de ça dans l'épisode passé, c'est-à-dire on voit beaucoup ces débats houleux, où vous utilisez quand même des mots forts, de menteuse, etc. Parce que d'un côté, vous êtes obligé de rentrer dans ce jeu, j'imagine, vu que c'est télévisé, pour aussi faire entendre votre parole et que les Français l'écoutent. Mais est-ce que on risque pas que les débats n'aient plus vraiment de fond? Est-ce que les Français écoutent n'aient plus de fond? Comment on peut faire pour revenir? Parce que vous discutez que lors des négociations, vous avez des débats plus posés, vous parlez vraiment des choses telles qu'elles sont et vous
il y a moins de mensonges, on va dire. Comment faire pour revenir à des débats filmés qui ont plus de fond et plus apaisés? À titre personnel, pour le coup, quand je m'exprime, là, j'avais juste rédigé mes 2 secondes avant de prendre la parole pour un peu me guider. Mais quand je parle avec mes mots et je le dis très sincèrement. Parce que je sais que c'est compliqué à comprendre, qu'il faut que j'utilise des mots que tout le monde peut comprendre et surtout que mon message soit suffisamment clair pour être entendu. C'est ça qui m'importe parce que en face, il faut bien comprendre que l'extrême gauche, depuis que elle a une place aussi présente dans l'hémicycle, et ça c'est pas seulement moi qui le dis, mais mes anciens collègues, même des administrateurs de l'Assemblée parfois, me disent que depuis que l'extrême gauche est dans l'hémicycle, on est obligé de rentrer dans cette espèce de cirque parce que quand on prend la parole, eh ben, on est forcément coupé parce qu'en face il crie, donc on est obligé de parler très fort, c'est pour ça que je parle très fort, qu'ils n'hésitent pas non plus à nous injurier pendant qu'on fait notre prise de parole, mais aussi au sein de leur prise de parole. Donc en fait il faut réussir à jongler pour pas rentrer dans le jeu de l'irrespect. Et quand je dis à Madame Rousseau que c'est une menteuse, c'est absolument pas un manque de respect, c'est simplement un fait, parce que je considère qu'à ce moment-là elle a menti sur un sujet et on est obligé d'utiliser des mots forts pour que le message soit entendu, tout simplement. Pour que le message passe. Ouais. En parallèle de votre mandat, vous effectuez un master. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de tout ça, de revenir sur ce que vous faites? En quoi ce que vous y apprenez vous sert au sein de votre mandat? Et de plus, on en parlait tout à l'heure, mais plusieurs élus comme Louis Boyard ou Jordan Bardella ont été vivement critiqués pour leur certain manque d'expérience et leur expérience académique écourtée. Ouais. Est-ce que pour vous, poursuivre ce master serait une sorte de gage De crédibilité. Je pense que oui, j'ai fait une licence de droit. Et on sait très bien que aujourd'hui, une licence, en tout cas dans mon domaine, c'est pas suffisant. Donc c'est vraiment important pour moi d'aller au bout de mon cursus. D'autant plus que ma licence, je l'ai effectuée quasiment totalement à distance. Et je travaillais déjà à côté pour des élus. Donc en soi, ça me change pas particulièrement mon rythme. C'est vrai que bon là, c'est un investissement beaucoup plus grand parce que c'est pour moi et c'est moi qui suis élue. Mais mon rythme me change pas particulièrement. Par contre, oui, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir terminer mes études plutôt que d'arrêter en cours de route avec une licence. Ça m'apporte évidemment des enseignements théoriques qui sont assez enrichissants, une philosophie globale sur tout ce qui concerne le droit public qui peuvent être utiles. Maintenant, je crois que les études permettent d'avoir un gage de qualité et un gage sur des connaissances qui peuvent être acquises, mais c'est hyper important aussi de rentrer dans la professionnalisation. Moi, c'est un combat que je veux mener, notamment en master. Il y a beaucoup de masters aujourd'hui, notamment de droit, qu'on est obligé de faire en présentiel, sans possibilité soit d'alternance, soit de stage. Où les stages, il faut que ce soit pendant les vacances, c'est hyper compliqué pour les étudiants. Moi, je crois qu'il faut à un moment aussi laisser les gens rentrer dans le monde du travail et commencer à se former, parce que c'est aussi sur le terrain qu'on se forme. Oui, et on voulait revenir aussi, est-ce que vous sentez encore que vous avez certaines lacunes ou encore des choses à apprendre dans ce monde politique qui est tellement divers, où il faut maîtriser énormément de sujets? Comment vous comblez un peu peut-être ce manque d'expérience? Bien sûr, j'ai évidemment beaucoup de choses à apprendre. Je dirais pas sur la procédure en tant que telle, ce qui se passe à Paris, mais en tout cas sur les sujets que je veux aborder. Pour moi, c'est super important de s'enrichir de personnes qui connaissent le sujet. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps dans ma circonscription en Isère, notamment je vous donne un exemple typique, mais quand je vais à la rencontre des agriculteurs qui me montrent une journée type, qui m'expliquent quelles démarches ils doivent effectuer à chaque fin d'année, et à quel point c'est compliqué de recevoir leur paye tout au long de l'année. Tout ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas apprendre si on ne rencontre pas des agriculteurs, typiquement. Et ça marche avec plein de domaines, avec le monde de la santé. Il y a un gros sujet de déserts médicaux sur ma circonscription. Donc, j'essaie d'aller à la rencontre des maires, des médecins, comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des médecins sur le territoire. Donc, je dirais que j'essaye de m'enrichir comme ça sur le terrain, et c'est ça ensuite qui me permet de pouvoir à Paris porter des sujets, faire des propositions de loi, etc.
Vous parlez d'ailleurs de votre circonscription. L'Isère est un territoire assez rural. Oui. Est-ce que vous sentez un certain décalage entre des territoires comme l'Isère et la capitale parisienne où tout se passe, où les grandes écoles sont présentes et un petit peu ce délaissement du territoire, du reste du territoire national? Bien sûr qu'il y a une, il y a, je dirais presque une opposition entre la ruralité et les grosses villes aujourd'hui dans notre pays. Et ça passe, oui, effectivement, par les grandes écoles, l'enseignement en global, mais ça passe aussi, ce que je vous disais juste avant, sur la santé. Il y a une grosse fracture là-dessus. On n'arrive pas à avoir de médecins dans les territoires ruraux. Et là, c'est une inégalité qui est criante parce qu'en plus, on fait face à un vieillissement de la population. Les personnes âgées sont principalement dans les territoires ruraux, donc ont besoin de plus de soins. Enfin, c'est un cercle vicieux qui est très compliqué. Pareil sur la sécurité. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels on sent vraiment une fracture entre la ruralité et Paris. Et le plus gros sujet, ça reste, encore une fois pour moi, le sujet de l'agriculture. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse opposition entre les personnes qui font partie des partis écologistes, qui sont des personnes urbaines, qui ne sont pas habituées à la nature et qui comprennent pas en fait les revendications de nos agriculteurs sur le territoire. Mais finalement, votre parti aussi est rural, enfin, je dirais, est aussi à Paris. Ouais. Et comment ça se fait que votre parti comprendrait mieux les enjeux des agriculteurs alors que les écologistes, eux aussi, on va dire, ont des connaissances sur l'écologie et quand même il faut agir sur le changement climatique. Oui, bien sûr, mais nos agriculteurs le font aussi. C'est ça le sujet, c'est que nos agriculteurs connaissent la nature mieux que nous et ont tout intérêt à avoir des terrains fertiles au maximum parce qu'en fait, il leur revient tout simplement ensuite de leur productivité et de leur gain personnel, rien que ça. Donc oui, il y a quand même une opposition. Les écologistes déjà sont beaucoup plus représentés dans les grosses communes, dans les métropoles urbaines. Là où nous, on est des élus plutôt sur des territoires ruraux. Et encore une fois, ça fait partie d'un bon équilibre. Hein. Je sais pas parce qu'on vient d'une grande ville qu'on peut pas comprendre les enjeux du rural. C'est juste une question d'engagement aussi. On essaye, nous, d'aller au maximum dans nos circonscriptions et encore une fois, et de passer du temps sur le territoire, même si on passe du temps à Paris forcément pour voter à l'Assemblée. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que c'est important de pouvoir s'enrichir de nos territoires et de ne pas rester enclavé dans le système parisien. Et comment vous portez la parole de ces agriculteurs et qu'est-ce que vous proposez pour répondre aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent? Pour le coup, nous, on s'oppose à tous les traités qui sont déjà européens, qui mettent en place des normes, des surnormes même sur nos agriculteurs français, qui sont handicapés à la fois par des normes françaises et ensuite des normes européennes. Sans compter aussi les traités internationaux, notamment le Mercosur là, qui a été signé, qui est un accord de libre-échange avec l'Amérique latine, pour en gros permettre à nos industries françaises de s'installer là-bas, sauf que ça met en péril complètement notre agriculture. Il y a une concurrence qui est déloyale qui se crée à cause plutôt de ce traité-là qui est injustifiable. Donc nous, on essaye de s'opposer à toutes ces mesures-là, à notre échelle aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Donc c'est compliqué de pouvoir porter un projet à terme. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye au maximum de faire pour l'instant, c'est de porter les messages et de faire en sorte qu'ils restent sur la table au maximum. Ah, ok, je comprends bien, mais je voulais revenir sur un point. Vous avez été une des seules élues pas les seules, mais une des rares élues à avoir soutenu Donald Trump et son élection, en expliquant que vous retrouvez dans sa philosophie de défense inconditionnelle de son pays, si je ne me trompe pas. Vous avez affirmé que votre priorité repose sur les préoccupations concrètes et actuelles des Français, comme le pouvoir d'achat et la sécurité. Absolument. Mais justement, sur le sujet du changement climatique, qu'en est-il sur les sujets qui s'inscrivent dans le temps long et qui impactent déjà aujourd'hui les Français, hein. Vous ne pensez pas que c'est aussi l'engagement et la responsabilité de notre génération, on a à peu près le même âge, de se saisir de ce sujet-là, qui est dramatique, on va dire qu'il faut se saisir maintenant, et un peu dépasser ces clivages gauche-droite et essayer de trouver une solution commune, parce qu'on n'entend pas énormément en ce moment de discours sur le changement climatique, on va dire sur la partie RN et aussi UDR, et donc, qu'est-ce que vous pouvez... Moi, je crois qu'on en parle. Simplement, le sujet écologique, c'est pas juste une thématique à part entière qui est spécifique. Quand on parle d'écologie, on parle que de ça et on peut parler de rien d'autre. Nous, quand on parle de préférence nationale, notamment sur les grandes industries françaises, sur la production nationale, je crois que c'est un enjeu
d'écologie pour le coup, parce que on essaye de faire en sorte que nos industries restent en France, dans l'idéal que celles qui sont parties puissent revenir en France, plutôt qu'aller délocaliser leur production en Chine et ensuite qu'on soit obligé, nous, de les réimporter. Donc ça, c'est un sujet qui est hyper important. Et pareil, quand on veut avoir donc des entreprises et des industries sur notre territoire et qu'on parle de préférence nationale, c'est aussi pouvoir remettre en place un savoir-faire qui nous est propre et qu'aujourd'hui on perd. Je pense que vous avez vu l'info il y a quelques semaines, Chine est devenue le site préféré des Français. Oui, ça, c'est vrai. Mais moi, les personnes qui commandent sur Chine, je peux pas leur en vouloir parce que c'est des personnes qui ont du mal à vivre aujourd'hui de leur travail parce qu'il y a énormément de charges sur le travail. On n'arrive plus à vivre décemment de notre travail. Et quand elles ont envie de s'habiller, d'habiller leurs enfants, et elles cherchent le moins cher. Et aujourd'hui, le moins cher, il vient de Chine. Et c'est dramatique. C'est dramatique pour l'environnement, évidemment. Mais eux, ce qu'ils peuvent nous répondre aussi, c'est que ces personnes-là n'ont pas le choix. Donc c'est à nous aussi, en tant que responsables politiques, de réfléchir à ces sujets-là et à se dire comment on va faire pour garder notre savoir-faire, notamment sur le textile en France, pour pouvoir réassurer une production française. Et malheureusement, si on n'arrive pas justement à remettre cette préférence nationale-là au cœur du sujet, on ne pourra pas avancer sur les sujets environnementaux typiquement. Mais je veux dire, créer une sorte de coalition au niveau européen, par exemple le Green Deal, je pensais, vous mentionnez ça avant. Aujourd'hui, Jordan Bardella essaie de vraiment mener une coalition au niveau européen pour arrêter ce Green Deal. Mais d'un côté, avoir une coalition et des normes européennes sur l'environnement ne veut pas dire que la France va perdre sa capacité à garder ses industries. Est-ce que c'est pas au niveau européen qu'on va créer un marché plus fort et justement faire face à ces importations de Chine, alors que si on revient au niveau national, on risque d'être en compétition avec les 27 pays en Europe. Non, moi je crois pas. Justement, c'est l'échec des 30 dernières années. À force de vouloir essayer d'avoir une coalition européenne, on a juste perdu tous nos intérêts français. Et je le vois encore même sur d'autres sujets, par exemple sur tout ce qui concerne les usines chimiques. C'est le cas sur mon territoire. Encore une fois, on a tellement de normes dans notre pays. Nos entrepreneurs sont tellement surchargés que aujourd'hui, on a des usines même en France qui peuvent être rachetées par des Chinois ou qui peuvent être délocalisées. Là, c'était le cas en Hongrie, qui est quand même sur le même continent que nous. Donc, pour le coup, je crois que le vrai sujet, et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit complètement radicaux là-dessus, c'est de faire revenir au maximum en France toutes les industries qu'on pourra et permettre que nos entreprises locales, y compris nos autres entrepreneurs, nos TPE, PME, parce qu'on a tendance aussi à parler beaucoup de grandes entreprises, parce que c'est vrai que ça permet de créer des emplois rapidement sur un territoire, mais les TPE, PME, elles agissent aussi quotidiennement sur le territoire, elles permettent d'avoir des productions qui sont locales et mine de rien, ça joue aussi sur le sujet écologique. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi, pour moi, le sujet de l'écologie, il se retrouve dans plein de thématiques et pas seulement, c'est pas un thème à part entière. Et sur ce sujet des TPE-PME, Ouais. de nombreuses TPE-PME se retrouvent en difficulté. Bien sûr. Comment on les aide, on les accompagne En baissant leurs charges fiscales, en arrêtant la pression qui pèse sur les épaules des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ils n'ont plus la capacité d'embaucher, ils n'ont plus la capacité de créer du travail. Donc, c'est vraiment le coût du travail aujourd'hui qui a un vrai problème et un vrai frein et qui mène aux fermetures massives d'entreprises qu'on voit. Là, en 2023, on a battu le record de fermeture de TPE, PME dans notre pays, sachant que c'est la majorité des productions. Donc, on va droit dans le mur si on se dit pas à un moment qu'il faut alléger la pression fiscale. Justement, à plusieurs reprises, vous êtes décrite, si je ne me trompe pas, comme libérale avec une fibre sociale. Ouais, c'est ça. Mais dans votre discours, comme vous venez de mentionner, vous mentionnez beaucoup des mots comme fermeté, mérite, autorité, vous insistez sur la justice fiscale, la valeur du travail et la lutte contre une société d'assistanat. Ouais. Je me demandais, quand j'écoutais cette interview, où était votre fibre sociale ? Quelle mesure portez-vous qui incarne cette fibre, cet engagement social chez vous ? Ma fibre sociale, elle réside dans le fait que je suis consciente qu'il y a des aléas de la vie, parfois des accidents qu'on contrôle pas, qui peuvent tomber sur n'importe qui. Et c'est le rôle d'une société civilisée, ou en tout cas du modèle français qu'on a la chance de connaître, de pouvoir répondre et d'agir de façon solidaire avec nos compatriotes.
Donc ma fibre sociale, elle réside là-dedans et c'est pas en opposition avec les termes précédents que vous avez cités, typiquement quand je parle de la lutte contre la fraude sociale. C'est peut-être pas en opposition, mais dans votre discours, les mots ont vraiment un poids. Ouais, Et bien donc, sûr. peut-être on a du mal à l'extérieur de Ouais, bien ressentir cette fibre sociale chez vous. Et qu'est-ce que vous portez comme mesure, on va dire Concrètement, ouais. au sein de la commission, là, j'essaye de lutter contre la fraude sociale, qui a un coût de 17 milliards d'euros par an. Et la fraude sociale, concrètement, c'est soit des fausses ordonnances pour avoir des médicaments, soit encore plus grave, c'est être en possession de fausses cartes vitales et donc pouvoir avoir accès à un panel de soins comme un citoyen français lambda. Donc, quand je mène ce combat-là, qui peut paraître dur comme ça sur la forme, en fait, c'est un combat pour revenir dans un système qui soit beaucoup plus juste. Et beaucoup plus équilibré pour les Français qui sont en attente de ça. Encore une fois, il y a un sujet de pouvoir d'achat qui est énorme. On sait que les Français sont de plus en plus dans la précarité. Donc, c'est aussi c'est le rôle de la solidarité nationale de pouvoir agir pour les aider dans les moments difficiles. Et pour ça, il faut pouvoir avoir des ressources. Et il en va aussi du respect des prélèvements obligatoires et de l'impôt de chacun, que l'argent qu'on donne à l'État pour la solidarité nationale, il soit utilisé correctement pour quand on a un aléa de la vie. Donc sur la forme, c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas sur le fond, je considère que c'est ça la solidarité nationale, c'est que chacun puisse contribuer à hauteur de ses moyens. On a un système qui est assez juste, mais par contre, quand une personne est dans le besoin, qu'elle a contribué à l'effort national, qu'elle reçoive le juste résultat de ce qu'elle a donné. Mais parce que vous parlez de la suppression de l'AME. Donc, par beaucoup, c'est perçu comme une réforme qui n'est pas sociale et qui, justement, les personnes qui, justement, contribuent à l'économie française ne pourront peut-être plus bénéficier de cette aide médicale. Alors, l'AME dont vous parlez, elle concerne les étrangers. Moi, quand je parle de solidarité nationale et d'aspect social, j'ai pas honte de le dire, je considère que ça doit être en priorité aux Français. Aux Français qui contribuent à l'effort national, encore une fois, qui cotisent, qui payent des impôts. Donc je vois pas pourquoi ils n'auraient pas la priorité de l'effort qui leur est demandé chaque année, chaque mois, même quotidiennement, quand ils font des achats. L'AME, c'est des dépenses publiques qui sont énormes. On a une dette qui est abyssale. C'est un moyen de faire des économies. On peut changer le système de l'AME sans pour autant... c'est pas de l'inhumanité non plus. L'AMU, c'est pouvoir aussi donner des soins d'urgence à certaines personnes étrangères sur le territoire, vraiment dans des cas spécifiques. Maintenant, l'AME, il faut se poser la question de est-ce que c'est nécessaire, et aussi est-ce que ça ne nous permettrait pas d'avoir un système social qui soit plus juste pour les Français et plus utile de cette façon-là. D'accord. D'accord. Voilà. Par rapport aux réseaux sociaux, ils jouent une place de plus importante dans la politique. Vous-même être très active sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Est-ce que ces plateformes sont un atout pour vous rapprocher des citoyens et des jeunes? Ou au contraire, pensez-vous que dans certaines situations, ça peut favoriser davantage la communication plutôt que le fond du débat? Honnêtement, je pense que c'est très utile, et pas seulement pour les jeunes, ça je l'ai bien remarqué. Il y a des plateformes, notamment Instagram et Facebook, qui me permettent, moi, de mettre en avant toutes mes actions, notamment sur le territoire en circonscription. Et je sais que sur ces réseaux-là, je suis suivie par de nombreux habitants de ma circonscription. Donc ça me permet, en fait, ce qui pourrait remplacer, je sais pas, une newsletter, de garder un lien avec voilà, la de garder un lien, de montrer ce qui se passe sur le territoire. Et aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est un moyen aussi d'échanger directement. Moi, mes réseaux sociaux, pour la plupart, je les gère toute seule, donc c'est un lien direct aussi pour m'écrire. J'essaye de répondre au maximum, même s'il y a beaucoup de demandes, mais ça permet aussi d'échanger de cette façon-là. Et la com, sur l'aspect com, en tout cas, je crois que faire passer un message, c'est important, qu'il faut aussi montrer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et c'est des outils qui nous permettent de faire ça, tout simplement. On voulait vous poser aussi une question sur
l'engagement des jeunes. Ouais. Les élections européennes de 2024 ont enregistré une baisse notable de la participation des moins de 25 ans. Selon le sondage d'après-élection d'Eurobaromètre de 2024, seulement 36% des jeunes ont voté. Parmi les non-votants, 28% ont invoqué un manque d'intérêt pour la politique, voire une méfiance envers la politique. Pour vous, quelle en est la cause et que comptez-vous faire pour redonner envie aux jeunes de s'engager en politique? Alors, la cause, elle est assez simple, c'est comment dire, la déconnexion totale du monde politique ces dernières années avec ce qui était attendu. Et ça ne concerne pas uniquement les jeunes, pour le coup, ça concerne un peu tout le monde. On a l'impression qu'en fait, on nous demande de voter, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il y a une complexité administrative et on n'arrive pas vraiment à comprendre ce que font les politiques. On n'a pas de résultats concrets sur notre quotidien, donc en fait on se dit que ça sert à rien. Moi, ma volonté, et c'est assez compliqué parce que justement on n'a pas de majorité, et ce qui est problématique d'ailleurs, parce qu'en fait je considère qu'on nous a volé cette élection, parce qu'il y a eu des alliances contre nature qui se sont faites pour nous empêcher d'avoir une majorité de sièges dans l'Assemblée nationale, alors qu'on avait une majorité de voix, majorité de Français qui ont voté pour nous. Et ça fait partie des éléments aussi qui peuvent dégoûter les Français, où en fait il y a une incompréhension, parce que au premier tour la plupart des Français votent pour nous, ils se disent au second tour on sera majoritaire, et en fait non, parce que avec des magouilles, on se retrouve dans la disposition actuelle. Mais les Français aussi sont reconnus dans cet affront aussi, et ce front républicain a été aussi, beaucoup de Français sont reconnus dans cela. C'est-à-dire que beaucoup de Français n'ont pas voulu voir l'extrême droite avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est aussi une réalité en France. Moi, je crois pas, et c'est ce que je vois sur le terrain, encore une fois. Et si on a 11 millions d'électeurs au second tour qui votent encore pour nous, c'est quand même bien la preuve que la majorité des Français ont voté pour nous. C'est simplement qu'en fait, sur certains territoires, quand il y a un candidat qui se retire, mathématiquement, les personnes votent pour ce candidat-là plutôt que pour nous, et donc ce qui crée un barrage. Mais si on respectait vraiment le système, et en tout cas le système électoral tel qu'il a été fait, sans utiliser la technique des retraits qui est complètement injuste, je vous garantis qu'on aurait une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. Et non, les Français ne sont pas satisfaits des résultats, que ce soit ceux qui ont voté pour nous et qui sont agacés parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a volé cette élection, mais aussi ceux qui, à un moment, ont fait barrage parce que peut-être ils n'ont pas trop compris ce qui se passait. Il y avait une grosse pression médiatique. Il faut aussi rappeler que le monde médiatique, mais même le monde de l'influence, typiquement pour moi qui suis jeune et qui suis beaucoup ça, comme tout le monde, je suis plein de youtubeurs, plein d'influenceurs, et de voir que certains influenceurs qui n'ont jamais parlé de politique, qui en plus ont des modes de vie complètement contradictoires avec les idées qu'ils ont essayé de pousser à ce moment-là, ont pris la parole pour dire il faut faire barrage. En fait, de quel droit est-ce qu'on essaye comme ça d'influencer les gens au moment des élections? Justement, mais en tout cas, la parenthèse fermée là-dessus, c'est-à-dire que même les personnes qui se sont fait influencer à ce moment-là et qui ont fait barrage, elles ne sont pas du tout satisfaites de la situation actuelle. Aujourd'hui, il n'y a aucun Français qui est satisfait de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'on a une impression de ne pas pouvoir avancer, et c'est un cercle vicieux. On ne sait pas du coup pourquoi on a voté, et on en arrive à la situation actuelle. Donc vous parlez justement de ce poids administratif. Est-ce que vous pensez que la complexité du système politique et donc le poids d'une certaine technocratie, souvent perçue comme élitiste en France, dissuade les jeunes de s'engager? Et comment rendre la participation politique plus accessible et attrayante pour les jeunes, sans tomber dans une sorte de simplification excessive de la politique? Alors, je pense qu'il faut quand même rentrer dans une simplification, mais une simplification administrative, notamment sur tous les échelons qu'on connaît aujourd'hui. On a la commune, l'intercommunalité, le département, la région, ensuite l'État. Donc c'est tout un tas de choses qui ne parlent pas du tout aux Français en termes de compétences. On ne sait pas à qui s'adresser quand on a tel ou tel besoin. On ne sait pas si c'est à la région, au département. Je crois qu'il faut déjà essayer de simplifier le paysage administratif français.
pour avoir un interlocuteur privilégié sur chaque thématique et surtout pouvoir avoir des réponses rapides parce que c'est ce qu'attendent les gens. Ça revient aussi sur le sujet d'avant. Tout ça, ça coûte de l'argent d'avoir autant d'administration et cet argent-là, c'est l'argent des Français. Donc c'est complètement inconcevable, en tout cas pour moi, que les personnes qui cotisent puissent pas avoir la réponse à leurs questions parce qu'ils savent pas à quelle administration s'intéresser, vers quelle administration se tourner. Et pour les jeunes, c'est d'une complexité encore pire parce que non seulement il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect pareil, de pas comprendre à quoi servent les politiciens. Il y a une méconnaissance aussi, je pense, du système. Aujourd'hui, l'éducation nationale ne remplit pas particulièrement son rôle sur toute l'éducation civique. On est déjà sur des cours qui sont facultatifs, qui sont pas notés, avec des professeurs qui sont pas spécialisés sur cette thématique-là. Moi, je crois que l'éducation civique, ça devrait être un cours qui soit obligatoire, noté, avec des professeurs attitrés, au même titre que les autres cours, parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de construire un esprit de citoyen, et en France, on n'a pas cet esprit-là de citoyen. Et c'est vrai que sur l'éducation, on est souvent pointé du doigt dans les classements internationaux, notamment en français, en maths. Donc beaucoup parlent de renforcer le temps de cours dans ces deux matières. Vous parlez d'éducation civique. Comment articuler ça? Et est-ce que vous rejoignez cet avis aussi de mettre un accent sur les maths, sur le français Oui, je crois qu'on doit revoir les bases. Quand on voit notre niveau, que ce soit en français, en mathématiques ou en histoire, c'est absolument catastrophique. Non seulement à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle internationale. Donc ces trois bases-là doivent être complètement revues. Et pour ça, il faut une rigueur, encore une fois, qui soit plus importante, notamment dès la primaire, en fait, dès les enseignements primaires, parce que c'est là qu'on construit tout le reste. On a des élèves qui arrivent au collège et qui ont encore des lacunes sur des multiplications, qui ont des lacunes en termes de fautes d'orthographe. Donc je crois que ça se construit très tôt. Il faut le faire de façon beaucoup plus appuyée. Et sur l'éducation civique, pour moi, c'est un supplément qui est vraiment très important parce que ça construit un esprit de citoyen et aussi ça permet à chacun de se rendre compte comment fonctionne l'État, à quoi il sert et pourquoi est-ce qu'on doit le respecter globalement, simplement parce qu'on y contribue aussi et que c'est ça qui fait aussi qu'on est des citoyens et qu'on arrive à faire société ensemble. Et j'aimerais revenir sur une notion que vous avez dit avant. Par exemple, vous avez dit qu'il faut avoir une majorité maintenant pour faire avancer les choses. Et lors d'une interview, vous avez mentionné que vous étiez ouverte, si je ne me trompe pas, à que Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, vous rejoigne, si on peut dire, parce qu'il fallait dépasser le clivage des partis pour avoir une majorité et pouvoir gagner. J'aimerais savoir quelle est votre ligne rouge, parce que finalement, vous êtes libéral aussi, alors que certains partis, comme le RN, par exemple, ne partagent pas vos visions économiques. Quelle est votre ligne rouge à vous, lorsque vous alliez avec des partis qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes valeurs et les mêmes visions que vous Moi, ma ligne rouge, c'est d'être de gauche et de partager les idées de la gauche, ou en tout cas d'essayer de les diffuser. C'est, encore une fois, mon seul ennemi, c'est la gauche et l'extrême gauche, parce que je considère que c'est eux qui mènent au chaos de notre pays. C'est eux qui permettent le déclin qu'on vit actuellement. Et donc, moi, je me sens absolument proche en rien des idées qu'elle diffuse. Maintenant, sur le reste, je n'ai pas de logique purement partisane, encore une fois. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire gagner les valeurs de la droite par tous les moyens. Si on peut être le plus uni possible, ça me va très bien. Et je crois que l'union qui a été faite entre Éric Ciotti et Marine Le Pen a déjà été un très bon exemple et une belle réussite et qui a vocation à réussir encore mieux la prochaine fois. Et c'était quoi le reste de vos questions? Je vous demandais, en fait, est-ce que vous seriez prête à accepter que Reconquête rejoigne votre alliance? La décision, pour le coup, c'est pas à moi d'en décider. Mais à titre personnel, comme je vous le disais, j'ai qu'un seul ennemi, c'est la gauche. Donc toutes les personnes de droite qui partageront les valeurs de l'UDR et du Rassemblement national, qui voudront nous rejoindre pour essayer de faire gagner les valeurs de la droite, ça m'ira très bien. Et du coup, comment vous parvenez à travailler, à collaborer avec des personnes avec lesquelles, évidemment, vous partagez certains désaccords, même si vous avez une vision globale de la société qui est la même. Comment on arrive à jongler et
à faire certains ponts. On raisonne en termes de priorité. Vous le disiez tout à l'heure, il y a certaines différences entre l'UDR et le Rassemblement national qui sont d'ordre notamment économique. Maintenant, notre pays est dans un déclin tel en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité et d'immigration, qui sont pour nous les 3 priorités, qu'il y a des sujets qui sont plus d'ordre de la façon de faire, de méthodologie en fait, qui ne sont pas des urgences pour nous. Et donc on a tout intérêt à travailler ensemble pour gérer ces 3 priorités-là, qui sont déjà des chantiers qui sont énormes et qui sont vraiment attendus par les Français, avant de s'occuper de nos points de différence qui sont en soi minimes dans notre travail. Il suffit de mettre de l'eau dans son vin sur certaines thématiques et tout se passe très bien. On le voit encore aujourd'hui. Comme je vous disais, on n'a pas de majorité, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce qu'on rentre en opposition ferme sur des sujets économiques, sachant que ce n'est pas une priorité et que dans tous les cas, on n'a pas de majorité. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller à fond sur les sujets qui nous rassemblent et sur les sujets qui font partie des attentes des Français. C'est ça notre priorité et c'est ce qui fait qu'on arrive à travailler ensemble. D'accord. On voulait vous demander, avant de conclure, parce que finalement on s'adresse aux jeunes, là il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui peut-être sont passionnés de politique et songent à s'engager. Est-ce que si vous avez un conseil ou plusieurs à leur donner, pour les rassurer ou peut-être pour les guider dans leur engagement, peut-être leur donner une meilleure idée des premiers pas essentiels à faire, peut-être une expérience à avoir concrète, un stage, j'en sais rien, et peut-être les défis auxquels ils vont devoir se confronter. Alors, si j'avais des conseils à donner, c'est déjà d'essayer de remettre en question les a priori qu'on peut avoir, de remettre en question constamment, que ce soit les enseignements qu'on nous donne, je le disais tout à l'heure, au lycée, moi ça a été mon cas pour la philo ou la socio, d'essayer de remettre en question des principes qui nous semblent imposés pour aller voir au-delà et pour peut-être qu'on va être d'accord au final avec ces principes-là, mais juste pour essayer d'identifier les choses auxquelles on adhère et les choses auxquelles on n'adhère pas au plus profond de nous. Et ensuite, l'étape suivante et la plus concrète selon moi, c'est de s'engager dans un parti politique ou dans le monde associatif, mais en tout cas essayer de trouver une structure avec des personnes qui partagent les mêmes idées que nous, en tout cas les mêmes valeurs que nous, et qui pourront vraiment enrichir notre pensée et nous permettre d'avoir un cadre beaucoup plus apte à nous mener vers la politique. Mais honnêtement, la politique, c'est pas un monde hyper obscur, surtout pas quand on est jeune. Il y a plein de mouvements jeunes. Globalement, c'est comme une association, hein. Juste, on se retrouve entre jeunes, on partage les mêmes valeurs, les mêmes idées, on organise des actions militantes, on se retrouve pour faire des apéros après les actions militantes. Donc, c'est un vrai vecteur de lien social aussi, et c'est d'hyper bons souvenirs. C'est pas seulement un groupe d'intellos qui réfléchissent et qui font semblant de faire de la politique à 16 ans. Hein. Il y a vraiment des endroits cool. Ça dépend peut-être des partis politiques, mais en tout cas, moi, j'ai une bonne expérience de ça. Il faut oser le faire. Et voilà. Merci beaucoup. Cet épisode touche désormais à sa fin. Merci beaucoup, d'avoir accepté notre invitation. Dans notre prochain épisode, nous nous retrouverons aux côtés de Rémi Féraud, sénateur et candidat à la mairie de Paris 2026. Merci de nous avoir écoutés.